Bonjour à tous, bonsoir, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé des bonnes fêtes de fin d'année, un bon début de semaine, une bonne rentrée si vous venez de rentrer. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce live. Alors pour Gary, on est un peu moins enthousiaste à Gary parce qu'il nous fait vivre de ces choses un peu compliquées, mais ça va, on est quand même content de se retrouver ce soir. J'espère que vous avez été gâtés et que moi j'ai eu des super cadeaux, surtout des cadeaux JDR. Donc c'était super sympa. Hop, on va sortir les dés, c'est important. Du coup, c'est des dés que j'ai eu en cadeau pour Noël, c'est des dés chats. On va pas bien les voir, il n'y a pas assez de lumière. Donc voilà. Et coucou Jess, bon retour. Bah oui, c'est un retour en live. Et donc on va faire la suite de notre ami Gary. Je sais pas si, enfin ça fait un petit moment parce que la dernière fois en les vacances j'avais plus de voix. Ma voix avait décidé de partir et d'être en vacances un peu plus tôt, donc on n'avait pas fait la session de Gary, mais je vous rappelle qu'on était en train d'être coursés par des bêtes faites de métal et qu'elles avaient reçu des coups de foudre dessus. Est-ce que ça va, Jessie? Est-ce que ça se passe bien? Est-ce que ta rentrée s'est bien passée aussi? C'est important. Et bonjour à tous ceux qui sont en lurk. Ravi de vous retrouver. Hop. Je vais vous mettre un petit peu de musique. Alors, c'est là. Bonjour Auré. J'espère que ta rentrée s'est bien passée. Alors Jessie, tu as passé une bonne reprise avec 2 heures de sommeil. Ça a dû être compliqué. Compliqué. Ouais, moi j'ai du mal à quand même fonctionner quand je dors mal. C'est un petit peu compliqué. Voilà. Donc, pour le live de ce soir, on fait... Oui, je comprends les insomnies, c'est difficile. J'en ai fait quelques-unes là au retour de vacances avec la nouvelle configuration. Plus de monde dans l'appartement tout de suite, ça fait des insomnies. Donc, et Auré, toi, t'as fait une bonne rentrée. Enfin, je sais pas si t'étais en vacances, mais... Nous, on a fait un JDR pour le Nouvel An. Ça a été super, puisque j'ai eu Horreur à Arkham, le jeu de rôle, et donc on a testé le scénario qui est à l'intérieur d'Horreur à Arkham, et qui est plutôt sympa. Il est vraiment bien fait, et pour une fois, mes joueurs ont suivi le scénario. Ce qui veut dire que quand même, il était bien fait, parce que mes joueurs ont tendance à partir sur des fausses pistes si on leur donne trop d'informations, trop de choses à faire, trop... voilà. Et donc là, c'était assez bien cadré. Un de mes joueurs est actuellement avec moi, donc il m'a fait une jolie grimace. Donc voilà. Est-ce que vous entendez bien la musique? Est-ce que vous m'entendez bien aussi, moi? Oui, le scénario est vraiment bien foutu. Oui, Jessie, vous le suivez. Donc, je suis en train de créer un scénario pour dimanche, puisque un dimanche sur 2, on fera un JDR en live. Donc voilà.
Ce coup-ci, vous avez failli rester en vie. Alors oui, je vous explique un peu le contexte, c'est que mes joueurs se sont confrontés à la fois, alors c'était un JDR d'horreur, mais il y avait à la fois de l'indicible et à la fois des gangsters. Sauf que le scénario était fini, ils avaient réussi à sauver la personne qu'ils devaient réussir à sauver, voilà, et ils ont décidé de revenir dans un endroit où ça avait plutôt mal tourné. Mais ils ne pensaient pas que le magasin en question était relié à la bande de malfrats qu'ils avaient laminé un peu plus tôt dans le JDR. Sauf que bien sûr, le fait qu'ils y retournent, vu que le magasin était lié aux gangsters, eh ben, ils se sont retrouvés dans un genre de guet-apens et malheureusement n'ont pas survécu. Donc ils ont failli rester en vie. En tout cas, ils ont réussi leur mission. Ils ont sauvé la personne. Mais bon, leur curiosité a fait que ils sont partis avec honneur. Donc, c'est comme ça, écoutez. Sinon, on s'ennuierait. Si tout se passait comme il faut, on s'ennuierait. Donc voilà. Je vous propose qu'on commence avec notre ami Gary. Il faut que je reprenne sa fiche personnage. Et en attendant, vous pouvez continuer à discuter sur le chat. Est-ce que vous avez fait des jeux de rôle pendant les vacances? Ou pas vacances, hein? Alors, je vous rappelle que c'est le livre de Aria, qui est le 2e tome, Terre ardente. C'est Fibre Tigre qui les a écrits. On avait commencé le premier en live, qu'on n'a pas réussi à finir, enfin en tout cas que j'ai pas réussi à finir. Il m'a littéralement agacée, parce qu'on n'arrêtait pas de mourir. J'avais l'impression que c'était soit une impasse, soit la mort. Et j'étais pas prise plus que ça par l'histoire. Ça veut dire que on avait beau passer des chapitres, je ne savais pas trop ce que je devais faire, où je devais aller. Bref, je n'ai pas été vraiment prise par l'histoire. Non. Ok Auré, il n'y a pas de souci. Tu restes le temps que tu veux. Oui, maintenant j'ai un Discord, donc n'hésitez pas à aller sur le Discord. Vous allez pouvoir parler d'IDR, vous allez pouvoir voir les coulisses de préparation de mes scénars que je vais mettre. Vous allez voir plein de choses. Donc, n'hésitez pas à aller sur le Discord. Alors, je vous rappelle qu'on était avec une compagne qui s'appelait Antinoma, qu'on avait des montures de fer, qu'on était poursuivi par une tempête. C'était ça en fait. On était poursuivi par une tempête, c'était pas par les montures de fer, on les montait, ces montures. On était poursuivi par une tempête. Et que cette tempête, donc ces éclairs, comme ils étaient attirés par nos montures, on les a laissés, donc on se retrouve à pied, au milieu de nulle part, pour pas changer. C'est tellement plus simple, hein? Alors, dans notre équipement, on a une épée, un poignard, quelques provisions, une hache, un katana
et des couteaux de lancer, sauf qu'on maîtrise que l'épée et le poignard. Et en sort, on a le sort d'étincelle, le sort d'ouverture et le sort de parapluie. Alors, ouverture, le sort d'ouverture, c'est qu'on peut ouvrir toutes les serrures. Donc voilà. Le principe, c'est que pour lancer un sort, on le lance. Moi, je calcule chaque sort en fait a un chiffre à côté et il faut que je rajoute ce chiffre au chapitre pour aller à un autre chapitre. Si ça correspond, c'est que le sort peut être lancé. Si ça correspond pas, c'est que le sort peut pas être lancé. Et donc il faut revenir au chapitre précédent. Bref. Allons-y. Vous basculez à terre et rejoignez rapidement Antinoma alors que vos montures poursuivent leur course dans la nuit. L'un contre l'autre, vos prières s'exaucent quand les éclairs, malgré leur volonté propre de se jeter sur vous, sont attirés inexorablement vers les félins de métal qui s'éloignent. Quelques instants plus tard, vos deux montures sont la proie de ces implacables poursuivants et leurs corps électrocutés sont balancés dans les cieux pour s'écraser en morceaux sur le sol. Au milieu de la plaine en flammes, vous rassemblez vos affaires et poursuivez avec Antinoma. Vous êtes à quelques pas d'une gigantesque construction de pierre abandonnée, grande comme une ville. Ses augustes colonnes se dressent dans la nuit, tandis que s'agissent à la lueur des flammes des ombres inquiétantes. Devant l'édifice, d'autres bâtiments carrés envahis par l'herbe de la plaine jouxtent des bassins d'eau couverts de nénuphars. Mais l'heure n'est point à la visite aux chandelles, car avec effroi et un désespoir appuyé, vous observez deux nouveaux éclairs s'approcher dans la nuit. Plutôt que de fuir, allez-vous attendre leur venue, arme au poing? Allez-vous vous réfugier dans un bâtiment aux murs branlants? Ou est-ce qu'on va essayer de plonger dans un bassin en vous rendant? Je pense qu'avec des éclairs, aller dans un bassin d'eau, c'est quand même le moins... C'est quand même pas la meilleure des idées, hein? Je sais pas, moi, d'après mes cours de physique, l'eau est conductrice, oui. Oui, je crois que l'eau est conductrice. Alors, moi, je pense qu'on ne va pas attendre leur venue, hein, clairement. On va se réfugier dans un des bâtiments. Je pense que c'est la meilleure des solutions. Si vous êtes d'accord avec ça. Et vous mourrez dans d'atroces souffrances. Non, je rigole. Je ne suis pas encore au chapitre en question. N'hésitez pas à participer si vous voulez. Vous avez le choix. Si vous n'êtes pas d'accord dans le chat, à ce moment-là, on départagera. Mais voilà. La prochaine fois, je pense que je ferai un bingo. Ciao, Auré. Merci d'être passé en tout cas. Merci beaucoup, hein. Alors, oui, Jess, c'est ça. Tirant Antinoma par le bras, vous plongez dans le bâtiment carré le plus proche, souvent un nuage de poussière centenaire. Fort heureusement, son plafond est intact et les éclairs, comme animés d'une propre volonté, tournent autour de votre porte tels des félins indécis. À la lumière bleue argentée pulsante de vos terribles poursuivants, les murs s'illuminent de fresques représentant des dieux anciens qui s'affrontent dans de terribles luttes. Les éclairs disparaissent enfin, mais les coups renouvelés sur le toit vous informent qu'ils tentent de se tracer leur propre chemin. Tentez votre chance. Si vous êtes malchanceux, une dalle tombe du plafond et vous cause une perte de 2 points d'endurance. Après quelques minutes d'insistance et d'attente anxieuse, l'animosité au dehors vous indique que les éclairs ont disparu. Alors, je vous rappelle comment ça marche la chance. On a 8 points de chance. Du coup, on va lancer un dé
et il faut qu'on fasse plus de 8. Enfin, moins de 8, il me semble. Pardon. Un petit rappel des règles. C'est ça. Si la somme est obtenue est égale ou inférieure à la pointe de vos chances, vous êtes chanceux. Ouais, il faut faire moins de 8. Mais il faut que je lance 2d6. 2d6. Alors, la musique que vous avez et la musique et l'ambiance que vous avez, c'est grâce à un logiciel qui s'appelle Syroscope. Et ce logiciel m'a été offert par quelqu'un de ma famille. Et si vous voulez, je lui fais un peu de pub. Si il a un petit compte sur Deezer, Spotify, voilà. Il s'appelle Eleven, avec un underscore à la fin, donc le tiré du 8. Et il a fait quelques musiques. Donc allez le voir, allez écouter. Elles sont pas mal. Alors ça date d'un petit moment. Il n'en a pas sorti de nouvelles récemment. Mais voilà. Donc Eleven, si tu passes par là, merci beaucoup de ce cadeau. Donc je suis sponsorisée par lui. Voilà. Donc, on va tirer nos dés. On va tirer nos dés. On va tirer nos 2d6. Ah, on est malchanceux. On est malchanceux, du coup, on se prend des dégâts. De toute façon, hein, on le sait, hein, dans ce livre, on ne peut pas dire qu'on a de la chance depuis le début. C'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Et donc, on perd des points de vie. Mais on avait déjà perdu des points de vie, il me semble. Donc, on est quand même mal barré. On reprend cette session avec beaucoup trop peu de points de vie. Donc après avoir pris le plafond sur la tête, que va-t-il se passer? Comme des tigres en cage, les flammes de la prairie feulent et s'élancent sans pour autant s'approcher de vous. Dans l'obscurité aveuglante de contraste, vous ne discernez pas vraiment les alentours. Antinoma déclare laconiquement que vous êtes à Biga, tout simplement. Une pluie dense tombe enfin du ciel obscur et vient dompter l'incendie, tandis qu'à l'abri d'une grande bâtisse au toit plat, Antinoma allume un feu de son sort d'étincelles. Songeuse, elle vous explique. Biga, l'ancienne capitale de l'Osmanli, après la chute du dernier empire, elle fut désertée, probablement maltraitée par des nouvelles puissances. Mais tout ça m'a l'air solide. Ce n'est probablement pas dû à la seule robustesse légendaire des constructions de l'Osmanli. Le sens-tu, cher confrère? Il y a comme l'esprit du Khan qui soutient ces murs et hante ces lieux. Appuyé contre l'encadrement du seuil, vous écoutez la pluie tomber, le regard plongé dans l'obscurité qui avale les flammes, et songez au destin des empires déchus. Vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, de prendre un repas en consommant l'une des provisions, et on peut récupérer 3 points d'endurance. Bien sûr, on va le faire, hein. On est mal en point. On va récupérer un peu d'endurance. Comme pour les épuisés par les événements de la journée, Antinoma se laisse, malgré elle, convaincre rapidement par le sommeil, sans même s'en apercevoir. Est-ce qu'on monte la garde?
ou est-ce qu'on se rapproche du feu et on s'endort avec Antinoma? On monte la garde, bien sûr, on va monter la garde. Je pense que c'est la meilleure solution. De toute façon, on va en prendre des points de vie. Un combat, des points de vie. Oui, Jess, tu es d'accord avec nous? On est bon. Hop. Aux aguets, vous veillez le temps d'une longue nuit enveloppée de silence et baignée d'une présence source au caractère maléfique ou bénéfique. Impossible à dire. Les flammes, dansantes, éclairent les fresques délavées par les siècles de votre abri et vous avez plus que de temps de les imprimer dans votre mémoire. De curieuses fresques, en effet. Un guerrier fichant sa lame dans la nuque d'un golem gigantesque. Une escouade filant droit sous le ventre d'une araignée grande comme la nuit. Un éclaireur se jetant dans l'une larme géante versée par un visage aux cheveux longs. Mais en dépit de ces beautés mystiques, votre nuit blanche, à la suite d'une poursuite harassante, vous a coûté 1 point d'endurance. Qu'est-ce que je vous avais dit? On allait perdre des points d'endurance. Peu avant l'aube, Antinoma s'éveille et l'air coupable vous remercie d'avoir veillé sur elle. Franchissant le seuil, elle se prépare au site Champtsi. Je vous rappelle que c'est ce truc-là qui nous avait fait perdre beaucoup de points de vie, puisqu'elle avait fait sa petite prière, alors que nous, on était en plein combat. Et que du coup, elle n'est pas venue nous aider. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Non, même pas, elle a pris la relève. La damoiselle. La damoiselle, elle a dormi. En même temps, on aurait pu la réveiller. Hein. On aurait pu avoir le choix de la réveiller aussi. Une fois de plus, vous avez la possibilité d'accompagner Antinoma pendant la cérémonie du lever du soleil. Si c'est le cas, prenez note de votre exécution du rituel. Sinon, vous jetez quelques pierres dans l'eau calme d'un bassin qui se couvre des aurores roses du petit matin. Lorsque le disque solaire éclaire enfin les alentours, un spectacle fascinant s'ouvre à vous. Face à la prairie brûlée se dresse un palais antique aux proportions colossales, flanqué d'innombrables colonnes galbées et taillées de glyphes mystiques. Un labyrinthe de ponts de pierre survole un complexe entrelacs de bassins d'eau morte et la montagne unique qui s'élève au loin, à l'aplomb du toit plat de la magnifique architecture, ne laisse nul doute quant à l'identité de l'endroit, car elle a été taillée en son flanc pour faire apparaître la lune du premier Khan d'Osmanli. Il ne subsiste apparemment plus rien de la cité, mais le palais semble intact. Pas âme qui vibre, pas même un oiseau fendant le ciel ou un poisson venant animer les eaux silencieuses. Pas même une plante, exception faite de quelques herbes vivaces qui semblent lutter en permanence pour pousser entre les dalles. Antinoma déclare que votre route se poursuit vers le nord, une piste tenue que vous pouvez suivre dès à présent. Mais vous avez aussi la possibilité de visiter le palais de l'Ancien Empire. Que choisissez-vous? Alors, pendant que vous faites votre choix, donc soit on poursuit notre chemin vers le nord, puisqu'on va chercher un maître pour nous apprendre à mieux être plus efficace au combat. Soit on va voir le palais. Hello Dark Xanax. Bonne année, bonne santé et une année remplie de jeux de rôle.
C'est tout ce que je vous souhaite, à tous. Donc, je disais, pendant que vous faites votre choix de ce qu'on va faire, si on va au nord ou on va au palais, j'ai juste un petit truc à dire sur l'écriture du livre. J'ai vraiment du mal avec les phrases. Je vous assure que cette phrase, elle a fait un paragraphe complet. Et à lire et à animer, c'est juste très compliqué parce que je ne sais pas où la phrase va. Il y a tellement... Je vous assure que le paragraphe complet, c'est une phrase... Il n'y a pas de point entre... voilà. Donc c'est très difficile pour moi. Je parle pas de troubles d'apprentissage que j'ai, c'est pas du tout ça. Je parle vraiment de l'écriture qui est... j'ai un peu l'impression... Alors, pour ceux qui ont fait le latin, j'ai un peu l'impression de faire du latin, de devoir lire complètement la phrase pour comprendre le sens complet de la phrase. Parce que pour ceux qui n'ont pas fait du latin, la langue morte de latin, le verbe est à la fin. Donc pour comprendre le sens de la phrase, il faut lire toute la phrase et pour avoir le verbe. Bref. Et donc j'ai un peu cette impression-là quand je lis. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Pas de palais pour Jess. On va pas dans le palais pour Melianor non plus. Et donc, on va au nord. Si je comprends bien, pas de palais, pas de palais. Oh, j'étais curieuse de savoir ce qui s'y passait, moi. Alors, pas de palais, pas de palais. Le chemin que l'on devine à peine sous l'herbe reconquérant, il va avoir un démon du cul dans ce palais. Ah, je vais vous dire ça. Je sais pas, parce que le paragraphe a été très très court, mais apparemment on rentre dans le palais sans ses armes. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Mais donc nous, on va au nord. Le chemin que l'on devine à peine sous l'herbe reconquérant son... Désolée, j'ai bugué là. Alors, le chemin que l'on devine à peine sous l'herbe reconquérant son territoire mène plein nord entre de petites collines. J'étais très perturbée par l'herbe reconquérant son territoire. Donc j'imagine l'herbe en train de faire une petite mission de reconquête. Voilà. L'horizon, lui, se dentelle d'une barrière montagneuse sous vos pas, des colonies de minuscules sauterelles bondissent de part et d'autre, et des papillons dorés dansent autour de vous. Antinoma se penche et redresse une sorte de panneau indicateur. En fait, c'est juste un bout de bois posé en travers d'un autre avec pendu au bout d'une ficelle pourrie, d'un côté un couteau rouillé, de l'autre un bâtonnet sculpté représentant un livre. Devant votre interrogateur, elle explique. Il y a des dizaines d'années encore, on exilait en Osmalie les indésirables. Une escouade de renards emmenait les condamnés au-delà de Biga. À cet endroit même, le laissant à son sort par là, dit-elle en pointant vers la direction indiquée par le côté où pend le couteau. C'est la route des lames, entourée par les coupables de crimes de sang, les durs à cuire, les fortes têtes. De l'autre côté, c'est la voie de la malice, et c'est là que se dirigent les coupables de parjure, d'escroquerie, de félonnerie, de traîtrise. Mélancolique, vous regardez la voie de la malice se perdre dans des collines boisées au nord-est, songeant que Xiazar aurait très bien pu, il y a quelques années, vous y envoyer. Antinoma brise votre rêverie. Mon cher confrère, je te laisse choisir le chemin, et je te prendrai l'autre. Ok, elle va se séparer. Faites toujours un groupe de 1, c'est toujours efficace. Devant votre étonnement mêlé de déception, elle développe sa pensée. Hello, Matt.
J'étais perplexe quant au pouvoir qui a permis aux mages que nous avons rencontrés tantôt de nous retrouver malgré la distance considérable que nous avons placée entre lui et nous. Et je pense qu'il s'agit de nos flux mystiques combinés qui sont une source bien trop visible pour un être aussi sensible que lui. Le tien est presque ténu et je peux dissimuler le mien. Ce que je fais d'ailleurs depuis mon réveil, mais les deux mêlés sont trop facilement repérables. Alors, il nous faut nous séparer, aller chacun de notre côté, franchir les mots de Gonen et se retrouver auprès de Tamerlan en alias Lanlar. Vous lui expliquez avec dépit et quelques amertumes que sans ces tempêtes de flammes et autres puissants sortilèges, quelque route que vous choisirez seul ne vous mènerait qu'à la défaite. Antinoma vous serre dans les bras et vous déclare avec assurance. C'est moi qui crains de ne pas être digne de votre puissance, cher confrère. En tremblant, j'ai rejoint Sanakal, dissimulé sous de puissants sortilèges, tandis que vous frayez, désinvolte, un chemin entre les périls comme au travers des roseaux que l'on plie. Depuis lors, jamais, jamais à vos côtés, je n'ai craint pour ma vie. J'ai bien vu que vous ne déclenchiez pas de sortilèges flamboyants et destructeurs, mais votre redoutable astuce a jusqu'à présent fait si bon usage de vos ressources que vous voilà victorieux de tout. Je prie, cher confrère, je prie sincèrement d'être digne de vous en votre absence et de ne pas faiblir. D'ailleurs, et d'avoir la force de vous retrouver au-delà de ces montagnes. Vous acquiescez en silence. Quel chemin allez-vous choisir? La route des lames, disparaissant dans une plaine herbue au nord-ouest, ou la voie de la malice? Oui, on fait le livre de Fibre Tigre, le deuxième livre de Fibre Tigre, qui est Terre Ardente. Voilà. Donc, est-ce qu'on va... Alors, je vous rappelle, la voie de la malice, c'est par là que se dirigent les coupables de parjure, d'escroquerie, de félonnerie, de traîtrise. Et la voie de la route des lames, c'est emprunté par les coupables de crimes de sang, les durs à cuivre et les fortes têtes. Team forte tête ici, pour Matt. Donc la route des lames. Avec la plaine. Allons-nous mourir? La voie de la malice. Ah, Darkzanax dit la voie de la malice. Vous n'êtes pas d'accord. Pour l'instant, on a deux. Ah oui, on a trois voies pour la voie de la malice et un pour la voie de la félonie. Donc, pour la voie des lames, pardon. Donc, je suis désolée, Matt, tu as perdu. Donc, on va 110. La voie de la malice. Qu'est-ce qui nous réserve cette voie de la malice? En même temps, au départ, notre personnage était un va-nu-pied, donc ça lui va bien. Il volait pour survivre, bref. Vous exposez votre choix à Antinoma, et elle extirpe de sa propre besace un carnet de feuilles épaisses tenues fermées par une lanière de cuir. La voie de la malice serpente dans la vallée des larmes, un ancien domaine qui fut le berceau des habitants de l'Osmanli. Elle est protégée par la déesse en pleurs Inanna. Feu, mon maître, Lytès, a fait maintes recherches sur les mystères de cette vallée. Sur son ancienne civilisation, ses coutumes, son écriture, et tout a été consigné dans ce journal. Puisse-t-il vous venir en aide, et à l'occasion, complétez-le. Dans votre périple, au cœur de la vallée des larmes, vous pourrez à tout moment, et plus particulièrement lorsque vous serez devant une situation qui vous intrigue ou que vous ne pouvez interpréter, vous référez au journal de Lytès, s'il se trouve en votre possession, en ajoutant le chiffre 17 au paragraphe en cours. Alors, attendez, je le note. Je note journal de Lytès plus 17 au chapitre. Ensuite, rendez-vous au numéro obtenu dans l'espoir qu'il vous donne effectivement de précieuses informations.
Après quelques derniers au revoir et un rendez-vous donné au-delà des montagnes, vous partez du côté nord-est sur un chemin de pierre roulée brune, bordé d'arbres de plus en plus touffus. Donc, on est à nouveau tout seul. Avec nos 3 petits sorts, alors qu'elle, elle était assez puissante, on est plutôt mal barré. On est mal barré. Oui, il y a une fiche perso avec des compétences, mais c'est vrai que je ne l'ai pas mis sur le live. Je pourrais essayer de voir comment faire pour les prochaines fois. Donc, j'ai perdu la page. Voilà. Votre regard aiguisé et votre finesse d'esprit vous permet de détecter immédiatement un chemin qui pourrait vous... Non. Ah oui, c'est ça. De larges chauves-souris planent dans les airs à mesure que la frondaison des arbres et des fougères hautes se rejoignent de part et d'autre au-dessus du chemin. Parfois, vous distinguez dans le taillis la silhouette d'un daim ou d'un gros lapin. Si vous souhaitez partir en chasse, c'est possible. Sinon, poursuivez votre chemin. Est-ce qu'on chasse? Ce serait bien parce qu'on n'a plus beaucoup de provisions. Je pense que ça pourrait être bien. Partons en chasse. Est-ce que vous croyez qu'on peut mourir en chasse? Tentez votre chance. Si vous êtes moins chanceux, votre approche est malheureusement détectée par votre proie et vous reprenez votre chemin. Bredouille. Alors, lançons les dés pour savoir si on est chanceux. On est complètement malchanceux. Et donc on repart complètement bredouille. Et on perd en plus un point de chance. Vraiment, ce système, il a de quoi nous rendre un peu gaga. Donc on rentre bredouille. Donc on a essayé de courser un lapin et on l'a fait détaler parce qu'on est un incompétent. Voilà. Voilà. Gary est un incompétent. Gary est un incompétent qui meurt souvent, qui fait des choix inconsidérés par rapport à l'histoire, apparemment. C'est quand même... il n'a pas de chance, ce Gary. Hein. Moi, je crois que c'est compliqué la vie pour lui. Hein. L'ouverture dans le taillis d'ouverture qui constitue votre voie de rencontre. Non, pardon. À force de vous parler, je perds mes pages. Il faut que je me reconcentre.
C'est que d'avoir perdu la proie, ça m'a énervé. J'étais... perturbée par cette perte de points de chance et cette perte de... On a perdu Antinoma, on a perdu... notre chance d'avoir un peu de victuailles. Hop. C'est affreux. Je me demande bien si... Alors, c'est vrai qu'on meurt moins que dans le premier, quand même. Je tiens à signaler que quand même, on meurt moins que dans le premier. Mais c'est quand même... 36. En fait, j'étais au bon endroit. L'ouverture dans le talis de verdure qui constitue votre voie rencontre une autre ouverture qui repart en arrière vers le sud. Sur une borne d'onyx à moitié enterrée sous une fourmilière et jalonnant ce sentier, vous déchiffrez un vieil osmanlien. Chapelle d'Inanna. Justice, sagesse, honneur, tempérance et compassion résonnent ici à l'unisson. Bien que cela ne soit pas sur votre route, vous pouvez suivre le sentier vers la chapelle d'Inanna. Sinon, vous pouvez poursuivre vers le nord-est. Que faisons-nous? Allons voir Inanna? Justice, sagesse, honneur, tempérance et compassion? Ou allons-nous au nord-est? Je suis sûre. On va voir Inanna. Moi, je le sens bien d'aller voir Inanna. Hop, je reprends mon petit papier. Allons voir Inanna. En quelques minutes, vous rejoignez une clairière où se dresse un grand rocher de pierre bleue. De la frondaison tombent de puits de lumière où dansent des insectes colorés, de petites idoles de pierre sculptées, si anciennes que tout détail a été lavé par le temps, gardent les alentours de leur monastère. Le roc, lui, est sculpté comme un demi-visage aux traits fins et anguleux, vaguement humain, doté d'une certaine géométrie souvent attribuée aux dieux. De l'œil unique de ce visage tombe un torrent qui vient se perdre vers le sud dans les ténèbres de la forêt. Guidé par votre intuition, vous regardez sous le torrent et découvrez inscrit sur ce rocher, dans une écriture minuscule, les mots suivants. Alors, le truc, c'est que c'est écrit. Je vais vous l'écrire sur le chat. Parce que c'est imprononçable. Je pense que c'est un code. Voilà ce qui est écrit. Qu'est-ce que cela peut vouloir dire? Si vous trouvez un sens à ces mots, un nombre à 3 chiffres est caché parmi eux. Rendez-vous alors à ce nombre pour lire la phrase à voix haute. C'est du César. Je ne sais pas ce que c'est le code César.
clé qui est une lettre ou un chiffre. Et donc, par exemple, A avec 3, ça fait A, B, C, D, qui veut dire que c'est D. Et tu fais ça avec toutes les lettres. Mais il faudrait la clé. Oui, oui. Mais c'est ça. C'est que la clé, on l'a pas. La clé, on l'a pas. Je suis en train de regarder dans les notes pour voir si on avait quelque chose. Non, Dark Zanax, c'est ça. C'est ce que je suis en train de regarder. Si on avait des indices. Je regarde dans les notes que j'avais prises. Hello Skynox. J'espère que tu vas bien. Non, je n'ai aucun indice. Alors, j'essaie juste de rajouter le chapitre pour savoir si on a du lore qui peut nous être donné. Non, pas du tout. On n'a aucun lore, aucun... Vous savez, on avait pris un livre là qui nous permettait d'avoir du lore, mais non. Écoutez, ça va être bredouille. On va être bredouille, parce que là, je ne vois pas du tout comment on peut déchiffrer ça. En tout cas, il va me falloir plus de temps pour réussir à déchiffrer. Si il faut faire par logique. Je m'y pencherai peut-être. Oui, ça va bien, Scanax. Merci. Parce qu'après, on pourrait faire par logique, avec des O et des A, enfin le placement par rapport au placement des lettres. Mais ça prendrait trop de temps. Donc, on va revenir bredouille. Tant pis. Si d'ici la prochaine fois, je trouve le code, je vous le dirai. Donc, je vous rappelle, on est parti en chasse, on est rentré bredouille, on va voir le temple, on rentre bredouille. Non mais vraiment, Gary, il est au top, quoi. Donc, on retourne au croisement et on part. Non, Gary, il n'y arrive pas, là. Gary, mais il n'y arrive pas déjà depuis un moment. On est passé sûrement à côté d'un indice avant et qui fait que on n'a pas le code. Et on continue du coup notre chemin.
Entouré d'une végétation se déclinant dans toutes les nuances de vert, vous constatez que vous grimpez de plus en plus. Comme à flanc de montagne, vous n'êtes pas mécontent d'arriver lorsque le soleil atteint son zénith. Dans une clairière dégagée, traversée d'un ruisseau chantant et d'un rocher plat sur lequel vous asseyez avec soulagement. Donc on vient de faire une belle grimpette. C'est l'occasion, si vous le souhaitez, de prendre un repas en consommant l'une de vos prévisions et on récupère 3 points d'endurance. Donc, il ne nous reste plus 2 provisions. Je vous l'annonce. Vous profitez avec bonheur de ces quelques instants de repos, et au moment de repartir, vous apercevez avec surprise quelque chose qui avait jusqu'alors échappé à votre regard. Un bouclier de métal dépoli et cabossé pendu sur une branche d'arbre non loin, aux côtés d'une bande de tissu noir. Sur le bouclier figure une inscription dans une écriture presque illisible. La confiance se mérite, si tu veux être des nôtres. Bande-toi les yeux, sonne le bouclier et attends. Allez-vous suivre les instructions? Vous pouvez également jouer au plus malin et sonner le bouclier sans pour autant vous bander les yeux. Vous pouvez également hausser les épaules et poursuivre votre chemin au nord-est. Jess, tu as trouvé la solution? Mes trésors pour un œil neuf de pèlerin. Ce serait un carré originaire. Oui, je vois ce que tu veux dire. Mais du coup, alors attendez. On va se permettre de revenir en arrière. Parce que j'ai noté le paragraphe. Qu'est-ce que je ferai pas sans le chat? Donc, mes trésors pour un œil neuf de pèlerin. Et il y a marqué, si vous trouvez un sens à ces mots, un nombre à 3 chiffres est caché parmi eux. Bon, il y a le 9. Pèlerin, on pourrait dire qu'il y a un 1. Enfin, pour 1, œil, 9, 2. Eh oui, 1, 9, 2. Je pense que c'est les mots qui comptent. Un 9 de oui. Ah, 192. 192, oui. On va regarder. Pas du tout. C'est pas ça. C'est pas là. Oui, le pèlerin, j'ai cru que le 1 de pèlerin 191. faisait un 1. 191. 191. Mes trésors pour un œil neuf de pèlerin. Vous prononcez à voix haute la phrase sacrée de ralliement des explorateurs Noc. Ah, ça me semble logique. Ça semble logique.
C'est une suite logique. Une douce chaleur circule dans votre corps ainsi qu'un sentiment de plénitude lumineuse que vous attribuez à la bénédiction d'Inanna. C'est logique, on était au temple d'Inanna. Votre score d'endurance regagne son total initial. Youhou! Je crois que c'est le premier truc hyper bénéfique qu'on a. Mais vous êtes mort. C'est le premier truc bénéfique des 2 livres. Mais vraiment, on a eu des petits trucs, des petites récupérations d'endurance, mais là, c'est vraiment le truc. Merci Jess, parce que là, vraiment, tu mets du baume au cœur. Là, c'est la joie. Je suis en joie, en fait. Voilà. Enfin. Vous sursautez en remarquant que 5 grandes nouvelles statues de pierre ont pris place dans la clairière. Silencieux gardiens aux traits primitifs, ils tiennent chacun dans leurs mains une offrande. Vers lequel d'entre vous allez-vous vous diriger en premier? Si vous souhaitez vous approcher de la statue tenant un arc couleur ambre et un carquois rempli, on va au 268. Si vous souhaitez vous approcher de la statue portant un fruit blanc, si vous souhaitez vous approcher de la statue serrant un petit panier, ou s'approcher de celle armée d'une longue rame noire. Enfin, la dernière statue ne tient rien entre ses mains. Alors, je vous répète. Ouais, t'as géré, Jess. Donc, il y en a une qui a un arc couleur ambre et un carquois rempli. Un fruit blanc. L'autre, un petit panier violet. Une d'une longue rame noire. Et l'autre ne tient rien dans ses mains. Moi, je le sens un peu comme si on devait aller vers celle qui n'a rien. Moi, je le vois vraiment comme ça. Je pense que c'est un test et que si on est trop avide, on va s'en prendre plein la tête. Est-ce que vous êtes d'accord? Jess est d'accord? Mélianor qui est là, est d'accord? Donc, quoi, tu crois pas que tu vas avoir un bonus pour dimanche? On va voir ce qu'on peut faire pour le JDR de dimanche. Allez, c'est parti, on y va. On va vers la statue qui n'a rien dans les mains. Vous vous approchez de la statue aux mains vides et une voix résonne dans votre aide. Humble pèlerin, tu m'honores de ta visite. Mon avatar t'attend à mon temple dans le canyon des larmes dont l'entrée est dissimulée aux yeux des mortels. De mon œil coule la larme et dans cette larme se trouve le chemin. Si jamais vous veniez à joindre le canyon des larmes, vous aurez la possibilité de découvrir cette entrée secrète en ajoutant 49 au paragraphe où vous serez alors. Oula, attendez, je marque. Donc, cette révélation vous fait gagner 3 points de chance. Et alors que vous tournez la tête pour vous emparer d'autres trésors, vous constatez avec déception que les autres statues ont disparu. Vous vous inclinez une dernière fois avec sympathie devant le sanctuaire d'Inanna, puis reprenez le chemin principal. Dis donc. Pour une fois qu'on a de la chance. Je marque juste les 3 points en plus de chance. Ouais, super le sanctuaire. Hein. On a tous nos points d'endurance. Ça faisait longtemps qu'on n'avait plus notre point total depuis le début du livre. À partir du début du livre, on s'est pris 3 combats et on tournait
à même pas un tiers de nos points d'endurance depuis. Vraiment, c'est vrai. On est bon, le micro avait décidé de mourir. Il était désespéré le micro. Il s'est dit oh non, ils vont mourir encore une fois. C'est pas possible. Je me suicide. Donc, que faisons-nous? Est-ce qu'on suit les instructions? Donc, on est full vie. Ok. On a des points de chance. Donc, on a le choix. On est devant un bouclier de métal dépoli et cabossé, pendu à une branche d'arbre non loin, aux côtés d'une bande de tissu noir. Donc, il y a un bouclier. Et à côté, il y a une inscription qui marque que la confiance se mérite. Si tu veux être des nôtres, bande-toi les yeux, sonne le bouclier et attends. Et soit on a 3 choix. Soit on suit les instructions, soit on joue au plus malin, on ne se bande pas les yeux, mais on fait retentir le bouclier quand même, soit on passe notre chemin. Ok. On suit les instructions. On suit les instructions. Oui. Donc on est à 2 pour suivre les instructions. On y va. Allons-nous mourir dans d'atroces souffrances? Allons-nous trouver des alliés? On ne sait pas. Que va-t-il se passer? Au cas où, je garde la page quand même. Vous sonnez le bouclier qui résonne gravement et fait s'envoler des nuées d'oiseaux aux couleurs chamarrées. Prenant une grande inspiration, vous serrez le bandeau sur vos yeux et les sens aux aguets, vous attendez. Des minutes et des heures passent, exerçant votre patience et votre confiance en vous. Enfin, des bruits de pas à peine audibles s'approchent et une pointe de métal vint s'appuyer sur votre front. Vous posez instinctivement la main sur la garde de votre arme. Dans un patois très ancien de Varna, vous croyez entendre. Sois prudent, l'ami. Il y a 10 arcs bandés qui sont pointés sur toi. Basilius, sa clique et son bougre de fainéant de poisson, voleur soit damné, t'as le visage de mes aïeux. Tu viens direct de Varna, pas vrai?
Me dis pas que la cité a déjà fait ravaler les ardeurs au nouveau Khan et qu'il renvoie à nouveau des exilés dans la voie de la malice. 2 générations qu'on n'a plus vues, au pauvre air, nous rejoindre. Même qu'on oubliait parfois pourquoi nos parents nous ont élevés dans ce trou pouilleux. Heureux de retrouver des compatriotes, vous expliquez que vous êtes un mage de Varna, souhaitant traverser les monts du Gonen, et que malheureusement, le Khan est loin d'avoir pour le moment ravalé ses ardeurs. Ça, on s'en doute. Allez, debout, messire le mage. On a besoin d'un quand on a dans la caboche. Au bourg, et ma foi, c'est pas dit que tu fasses pas l'affaire. En vous tenant par les 2 bras, on vous tire sur un chemin qui vous semble traverser la forêt. Vous montez et descendez des dizaines de fois, traversez des gués glissants et tournez tant et si bien que vous serez bien en peine de dire dans quelle direction vous avez progressé. Alors que le terrain s'aplanit, on relève votre bandeau et lorsque vos yeux s'habituèrent enfin à la lumière, un spectacle des plus insolites en ce sombre pays se révèle à vous. Qu'est-ce qui va se passer? Protégé par une falaise, mais basé lui-même dans un surblond dominant une plaine en contrebas, un village de quelques dizaines de maisons se cache au milieu de la forêt. Des greniers pointent des touffes abondantes de moissons et de sacs de grains rebondis. Les bêtes semblent en bonne santé et grâce à souhait. Des chantiers de nouvelles maisons sont en cours. Et le bourg s'offre même le luxe de fleurs décoratives et de quelques sculptures primitives au profit des dieux anciens de Varna. À votre arrivée, des enfants accourent en riant et les habitants, pas vraiment hostiles, vous dévisagent en souriant. Des visages humains, sans doute, mais le plus souvent métis à différents degrés d'humains, de farfadets, de nymphes, d'hommes-chats et même d'elfes noirs. L'un de vos guides vous murmure que les enfants ne sont pas mis au courant de l'objet de la voie de la malice et de la raison de la présence de leurs ancêtres ici avant le passage à l'âge adulte, et vous prie de ne pas trahir le seul tabou de ce village. Un homme lion, à la crinière grise et au dos courbé par le poids des ans, réduisant à sa haute stature à la vôtre, emboîte votre pas, aidé de son bâton. Tout n'est pas mauvais dans le sombre pays, voyageur. Sois le bienvenu en notre compagnie. Une elfe noire aux ordres d'un seigneur cruel est passée ici en quête d'un mage puissant venu de Varna. Nous l'avons éconduite d'une raflade de flèches, mais elle a juré de revenir avec son escouade et nous craignons son retour. Cette demande est un peu précipitée, mais acceptes-tu, puissant mage, de nous mener à la victoire ? Insouciant de l'orage qui se prépare sur le monde, le visage vaque à ses activités paisiblement. Mais le chef du visage vous fixe de ses yeux félins, et dans ses traits vous devinez le sang royal de la lignée de Varna. S'agirait-il d'un descendant illégitime du trône, exilé pour convenance ? Alors, est-ce qu'on aide le village ? Est-ce qu'on explique que notre mission actuelle est de la plus haute importance et ne tolère pas de contretemps ? Ou est-ce qu'on rétroque avec amertume que les mages de Varna ne servent pas les criminels exilés en Osmalie ? La troisième réponse, elle est quand même... un gros C-O-N-N-A-R-D. Oui, je ne dis pas de gros mots. Parce qu'à côté de moi, on a fait des gros yeux. Parce que je n'ai pas voulu dire un gros mot. Voilà. On va les aider, ils nous aideront en retour. Bah, si on survit, hein. Si on survit, hein. Le chef du village opine avec assurance et se présente sous le nom de Posanas. Il vous tire dans une grande bourrée de chaume frais. Dans une grande grange bourrée de chaume frais. Désolée. Dans une grande bourrée. Désolée. Il y a Méliona en fait qui est à côté de moi et il est parti en fou rire. Donc c'est impossible de garder mon sérieux là.
Donc il vous tire dans une grande... Oh. En plus, il y a le tiré et bourré dans la même phrase. Je veux pas savoir ce qu'ils font dans la grange, mais... Mon lapsus pourrait faire imaginer des choses... Oh, bordel de nom de Dieu. Il vous tire dans une grande grange bourrée de chameaux frais et vous êtes rapidement rejoint par la population bigarrée de la communauté. Et le remue-ménage soulève tant et si bien la poussière et les herbes que vous êtes pris d'une crise d'éternuement auquel répondent de nombreux riscercères. Silence, silence, demande Pausanias en jouant de son bâton. La diabolique elfe noire est sur le chemin de notre village avec ses infâmes subordonnés. Mais le mage est avec nous, il va nous dire comment nous organiser et nous former aux arts du combat que nos ancêtres ont juré d'oublier. Certes, certes, nous ne savons manier que la houe et la serpe, mais nous ne sommes peut-être que de humbles paysans et chasseurs, mais ne manquons pas de volonté ni de courage. Des louanges et des vivats sont scandés quelques instants avant que Pausanias vous tire au milieu de la grange et vous demande quelles sont les meilleures dispositions à adopter dans les quelques jours qui restent. Vous prenez le temps de la réflexion, l'art de la guerre n'est pas votre fort. Vous émettiez votre première suggestion. Que va-t-il se passer ? Quel ordre allez-vous donner à la bande d'hétéroclites qui vous regarde comme un général de Varna ? Si vous leur demandez de construire une palissade, on peut leur demander de construire une palissade. On peut leur demander de forger des épées. On peut leur demander de prier Basilius. Je pense qu'il leur faudra prier, hein, parce que vu ce qui leur arrive dessus. On peut leur demander de tailler des arcs. On peut leur demander de creuser une tranchée autour du village. Et on peut leur demander de tendre des pièges sur le chemin menant au village. Enfin, il est possible que vous pensiez que la partie est perdue d'avance. Et on peut suggérer d'abandonner le village. Taillot, taillot ! Tout le monde s'en va. Donc je vous redis les choix. Construire une palissade, forger des épées, prier Basilius, tailler des arcs, creuser une tranchée autour du village, ou tendre des pièges sur le chemin, ou abandonner le village. Piège ou tranchée, Jess on est sur des pièges. Moi je pense qu'on peut partir sur des pièges aussi. Je pense que les pièges c'est quand même le mieux. Hein. Ça éliminera le plus de personnes possible avant d'arriver au village. L'assemblée est interloquée et l'un des chasseurs vous invective avec humour en vous demandant si les pièges à lapins qu'ils savent confectionner pourront déjouer l'armée du Khan. Ce à quoi vous le répondez avec astuce que oui, s'ils sont assez gros. Votre remarque est prise avec sérieux et une équipe descend le chemin qui quitte le village. Les hommes et les femmes s'attellent alors à poser divers pièges plus ou moins dangereux qu'ils dissimulent dans l'espoir d'handicaper l'escouade qui menace de marcher vers vous. Notez que la mise en place de ces dispositifs a pris un jour entier. Alors que tous regardent fourbus leur maison, vous pouvez prendre du repos. Vous méditez sur la prochaine action à prendre que vous pourrez dès l'aube présenter à la foule amassée autour de vous dans la grange. On peut faire encore des actions. On a posé les pièges. On peut faire autre chose. On leur demande, mais s'ils ne savent pas manier les arcs, peut-être forger des épées, c'est peut-être plus facile à manier que des arcs.
construire la palissade. Tranchée ou palissade? Oui, t'as raison, Jess. Elle est tranchée. Mais il y en a aussi. Vous avez raison, tranchée. Sauf... On y va. L'assemblée accueille votre suggestion avec des vivats, agitant leur houe joyeusement, et dans la minute qui suit, tous s'attellent à creuser une tranchée dans la terre meuble, repoussant le surplus de terre sur un talus fournissant une protection supplémentaire. Avec ingéniosité, vous suggérez à Pasianas de garnir le fond d'épieux acérés, et celui-ci vous propose même d'en masquer la présence par des branches recouvertes de chaume. Ce travail se poursuit dans les champs de l'ancienne Varnia, tandis qu'en maître demeure, vous veillez à la rectitude de l'ouvrage. Rien n'est impossible à force de courage, et en un jour entier épuisés mais fiers de leur réalisation, les habitants du village se retranchent derrière la douve mortelle qui encercle maintenant l'endroit. Notez que la réalisation de la tranchée a pris un jour entier. On peut faire encore une action. Qu'est-ce qu'on décide de faire ? On a les pièges à trancher, soit les murailles, soit les arcs. Peut-être les... Bon, je sais pas. J'en sais rien, vu qu'ils savent pas se battre, les arcs c'est comme les épées, je sais pas s'ils y arriveront. Il y a des chasseurs. Oui, il y a des chasseurs, donc c'est possible. Et le fait d'avoir creusé, ça nous fait une petite palissade. Il disait que la terre nous protégeait un petit peu. Raté. Les arcs, oui. Vous êtes sur la même longueur d'onde. Allons donc faire les arcs. Vous échappez aux... Non, pardon. Je suis pas bon. Vous fuyez. L'assemblée accueille chaleureusement votre suggestion. Les 6 chasseurs les plus habiles vous accompagnent dans les bosquets touffus pour aller couper les branches de noisetiers les plus flexibles et les plus équilibrés. Sous leurs doigts habiles, des arcs puissants sont construits un par un, tandis que les femmes et les enfants taillent dans les rameaux et les flèches les plus droites possibles. Rapidement, il y a plus d'arcs que de nécessaire. L'entraînement commence alors sur de vieilles souches et tout le monde s'y met avec ardeur, apprenant l'art du tir à s'en faire saigner les doigts. Pausanias vous félicite d'avoir su, en préparation de la bataille, accentuer les maigres forces de son village et vous tape dans le dos avec enthousiasme. Notez que cette préparation au combat a pris un jour entier. Si cela fait déjà 3 jours que vous êtes dans le village, rendez-vous au 101. Donc ça fait 3 jours qu'on est au village. Est-ce qu'on va mourir ? Est-ce que ça va faire comme la bataille du gouffre de Helm ? Est-ce qu'on va être sauvé au dernier moment ? Est-ce que les Rohirrim vont arriver ? Les 3 jours passés vous ont donné l'occasion de vous restaurer et de vous reposer au bon soin de vos hôtes. Votre score d'endurance retrouve son niveau initial. Il était déjà initial au plus gros, donc c'était déjà pas mal. On était bien. En revanche, vos nombreuses occupations vous ont vidé la tête des divers détails de votre expédition et vous n'avez pas pu accomplir le rituel de Sit Shamsi. Au matin du 4e jour, des cris d'alarme vous font bondir de la table de bois brute sur laquelle vous preniez un petit déjeuner, de lait, de chèvre et de pain. Les hommes du Khan sont de retour. Allant au-devant des villageois qui serrent leurs roues et leurs bêches, vous allez camper aux limites du village, face au chemin disparaissant dans la forêt. Oh là 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 là, qu'est-ce qui va nous arriver ? En remontant, une elfe noire, fine comme une épée, belle et douloureuse comme une nuit de solitude,
Je savais pas qu'une elfe pouvait être douloureuse comme une nuit de solitude. Une lame mince comme une flèche à son côté et 8 orques taillés comme des ours, si grands et costauds que leurs armes ne sont que des morceaux de cuir rapiécés et leurs armes, elles, sont aussi longues qu'un homme. Et cette elfe noire est de sinistre mémoire puisque vous reconnaissez sans mal l'ex-amiral Ashzavit, mis à pied par le Khan, qui a juré de se venger de vous. Oui, parce que dans le premier, on n'avait pas fait l'histoire jusqu'à la fin, mais apparemment, on empêche Ashzavit de mener à bien un certain plan. Donc, voilà. Du coup, c'est un peu la mouise, là. Avez-vous demandé aux habitants du village de tendre des pièges dans la forêt? Si c'est le cas, rendez-vous au 155. Ah, ouf, on a demandé. Ashzavit vous narque à distance. Dangereuse naïveté de croire qu'un œil d'elfe puisse ignorer les pièges grossiers tendus par vos mains malhabiles. Est-ce toute la résistance que vous allez nous offrir? Allons, l'armée des neufs a besoin de s'exercer. Ok. On appelle ça un coup d'épée dans l'eau, je crois, l'expression. On était bien jusque-là. On était bien. Un silence mortel s'abat sur les environs. Tu m'étonnes. Enfin réunis par la grâce... Un silence mortel s'abat sur les environs, alors qu'Ashzavit se place en face de vous à lointaine distance et vous crie. Enfin réunis par la grâce de Khalil, mage de Varna, destiné par tes actes, me voici avec ma vengeance et l'armée des neufs. 9 mercenaires, aujourd'hui invaincus et insoumis, mais rassure-toi, s'ils te mettent à genoux, ce sera bien moi qui percerai ton cœur après avoir tué tous ceux qui te protègent. Elle sonne la charge et les monstrueux guerriers accourent, leur grande masse piétinant le sol en le faisant trembler. Avez-vous demandé au village de creuser une tranchée autour de celle-ci? Oui, mais ça va être encore un... Les orques passent au-dessus des tranchées. Est-ce que notre aventure va se finir là? Dans cette charge effroyable, vous voyez les villageois claquer des dents et pleurer de frayeur, mais vous contenez leurs émotions avec des paroles rassurantes. Et surtout, vous leur demandez de ne pas agir. L'inévitable arrive. Aveuglés par leur rage, presque en même temps, les 8 orques passent au travers du camouflage et tombent dans les tranchées. Quelques cris de souffrance vous indiquent que les épieux ont fait des victimes, et des cris de joie s'élèvent dans le village alors que la fureur gagne le visage d'Ashzavit. Mais la guerre n'est pas encore gagnée. 5 d'entre eux se dressent, ensanglantés, hors des tranchées, et reprennent cette fois-ci pesamment et prudemment leur approche. Et comme on a fait des arcs et des flèches, on peut aller au chapitre suivant. Vous avez été pas mal, hein. Vous avez été pas mal dans la préparation. Bravo, bravo. Levant le bras, vous donnez le signal de l'assaut, et un mur de flèches s'abat sur les mercenaires. 3 s'écroulent, piqués comme des hérissons. 2 autres ont la clarté d'esprit de se servir des cadavres de leurs partenaires comme boucliers pour poursuivre leur charge. Et après, on n'a pas de palissade. Donc, ils vont arriver. Mais il y en a quand même beaucoup qui sont tombés, hein. Les 2 mercenaires encore debout ont bien compris que vous présentiez la seule menace consistante de ce village de paisibles paysans. L'âme au clair, ils chargent sur vous. Les villageois, à force de coups de houe, de lancers de pierres et de tirs de flèches, arrivent à détourner l'attention de l'un alors que vous chargez l'autre. Ainsi, vous avez à combattre ces 2 redoutables adversaires individuellement et alternativement. Lors du premier assaut, vous combattrez le premier.
lors du deuxième, le second. Puis le premier à nouveau, et ainsi de suite. Lorsque le dernier de vos adversaires s'écoule, vous retournez vers H-Zavit. Ok. On est parti pour le combat. On est quand même avec des soldats qui ont beaucoup de points d'endurance. Moi, je pense que si on survit, je peux vous dire que c'est un miracle. On y va. Premier assaut. Nous avons du coup le premier orc qui arrive sur nous. Qui est un peu déstabilisé par tout ce qui se passe. Mais nous aussi. Nous aussi, je regarde juste les points de maîtrise de l'épée qui vont se rajouter. On commence à maîtriser, oui. Oui, ça y est, on maîtrise complètement notre épée, donc on a tous les points de maîtrise. Donc, on est déstabilisé par tout le bruit que font tout le monde, mais on arrive à toucher notre adversaire et à lui enlever à lui faire quelques petites blessures. On a l'autre qui, du coup, en alternance, on combat un orc, puis l'autre. Donc l'autre va venir sur nous et on va compter sur les villageois pour nous aider. Et les villageois vont permettre de faire en sorte de faire blesser ce deuxième orc. Et ainsi de suite, on continue. Le premier revient vers nous. On ne sait pas trop comment l'appréhender. On va passer sous ses aisselles pour pouvoir l'avoir au flanc. Et on le touche de nouveau. Pendant que celui-là se remet de ses blessures, les villageois viennent l'embêter pour pas qu'il vienne nous réattaquer derrière. Et on va pouvoir s'occuper du deuxième orc. Qui, celui-là, va venir essayer de nous avoir sur le côté, mais on va réussir à déjouer ses plans pour lui infliger une nouvelle blessure. Et on continue, on a du baume au cœur là, parce que pour l'instant tout se passe bien, mais malheureusement l'orc qui était qui était avec les villageois arrive. On est un petit peu surpris, on pense qu'il va nous toucher, mais heureusement un villageois nous aide au dernier moment, ce qui fait qu'on peut lui planter avec l'épée et le blesser encore une nouvelle fois. On est un peu déstabilisé, donc le deuxième va venir alors qu'on est un petit peu déséquilibré et on arrive quand même à le toucher. Et les villageois commencent à voir que les orques commencent à être un petit peu amochés et ils sont vraiment ragaillardis par ça. Et ça commence à être un petit peu la joie. Et ils y vont avec leurs pics de plus en plus pour essayer de détourner l'attention des orques. Pendant qu'on essaye de combattre les deux orques à peu près en même temps, mais... Et c'est une danse qui va venir se mettre en place avec ces deux orques
qui vont venir vers nous à tour de rôle. Et on continue à leur infliger des dégâts, des blessures. On a les dieux qui sont avec nous, enfin. On fait des jolies manœuvres avec nos épées qu'on manœuvre. On fait des beaux gestes. On a cette foule qui commence à bien crier pour nous dire qu'ils sont avec nous. Et les orques commencent à tituber. Ils commencent à être vraiment bien amochés. Et avec notre épée, au premier orc qui va venir sur nous, on arrive carrément à lui couper un de ses bras. C'est parce qu'il commence à être vraiment totalement déstabilisé, totalement perturbé. Et le deuxième qui voit ça, il est en rage. Donc il arrive vers nous, il hurle un bon coup, et on arrive à contrer son attaque avec notre épée, à le repousser, et à le repousser sur un des pics des villageois. Et donc à le blesser encore. Ils sont tous les deux sur le point de s'évanouir complètement. Et on arrive sur le premier qui est vraiment mal en point, il se tient. Il n'arrive plus à tenir son épée parce que c'est pas la bonne main. Et on l'achève complètement. Je vous laisse imaginer comment on achève ce dernier petit orc, enfin, qui est immense, hein, mais avec notre épée. Donc il lui manque un bras, donc le bras où il a l'épée. Et donc on arrive avec, du coup, la lame dans la bouche. Et je laisserai si vous avez d'autres idées pour le deuxième, parce qu'il est mal en point aussi. Donc, pour ce premier orc, il se tient, il n'arrive plus à tenir son épée, il est mal. On arrive, on lui met notre lame dans la gueule, et on enfonce un bon coup, pour que la lame traverse son crâne. Et il s'effondre. On récupère la lame, et on se retourne vers le deuxième. On y va. Et vraiment, on a une volonté de faire. On se sent avec une force digne d'un grand mage. Et on va, du coup, le trancher en deux. Carrément. Et on arrive, du coup, au bout de nos adversaires. Et on n'a pas pris un point de dégâts. Ça, c'est beau. C'est le fait qu'on maîtrise notre arme, hein, parce que ça aide. Hein. On va avoir un bonus maintenant en plus. En fait, notre arme est au bonus maximum. Là, on ne peut plus gagner de bonus en plus. Et on va se retrouver face à Ashzavit. Vous regagnez votre arme et croisez les bras, soutenant fièrement le regard d'Ashzavit qui tremble de rage. Elle envisage un moment d'engager le combat, mais 6 chasseurs se campent derrière vous, arc bandé, et vous lui ordonnez de partir et de ne plus jamais revenir importuner cette communauté. Elle tourne encore comme un tigre prisonnier d'une cage de colère, luttant rationnellement contre l'envie de commettre un acte qui entraînerait indubitablement sa perte, puis jure encore vengeance.
Tu es vainqueur à nouveau, mage. Savoure cet instant misérable humain. Pour avoir défait l'arme des 9, je te laisse une nuit de paix. Mais dès demain, j'aurai un nom pour toi et ce sera Némésis. Ni toi, ni une pathétique bande de pecnos, ni même l'armée du Khan n'empêcherait le destin que je prépare. Et de disparaître dans la forêt. C'est vraiment écrit comme ça. Hein. Elle nous fait son discours et il y a marqué « et de disparaître dans la forêt ». Vous soupirez de soulagement après quelques minutes à guetter son retour. Et enfin, éclate la joie, le village vous porte avec extase et remercie son sauveur. Bien sûr, on vous convie à un festin qui se poursuit jusque tard dans la journée, dans la soirée et dans la nuit, le tout autour d'un feu de joie monumental, tandis que votre nom est maintes fois scandé avec ceux de Basileus et de Varna l'ancienne. Ces réjouissances célébrées en votre nom vous réconfortent physiquement et moralement. Au cœur de la nuit, Posanas s'approche de vous et vous explique que le village serait heureux de vous voir comme hôte permanent. Cette proposition vous tente-t-elle? Ou non? Donc, est-ce qu'on serait hôte permanent? Bon, je ne vois pas pourquoi on ne le serait pas. Allons être hôte permanent. C'était pas la bonne solution. Quoi? Je vous le dis. Quoi? Je vous le dis quand même. Lorsque vous lui confirmez cette décision, Pausanias vous étreint avec chaleur comme il l'aurait fait avec son fils. Sa maison est la vôtre et vous passez le reste de la nuit dans la paix promise par H-Zavit. Le silence et la plénitude de la nuit sont tels qu'il vous semble percevoir le chant cristallin des étoiles. Régénéré, vous accueillez l'aube avec la joie de celui qui ne craint plus. Vous vous promenez dans le village, accompagnant ses habitants dans leurs tâches quotidiennes. C'est l'occasion pour de jolies nymphes et jeunes filles de conter fleurettes aux mages exotiques que vous êtes à leurs yeux. Mais alors que vous êtes en train de narrer vos exploits du fort des renards de Sanakal, une flèche noire tirée d'un arbre jouxtant le village vient vous traverser la gorge. Vous tournez la tête vers une H-Zavit résolue qui goûte un instant votre agonie avant de disparaître. En quelques instants, votre sang se répand sur la place du village, tandis que retentissent des cris d'horreur. Portrait, vous percevez la barque du passeur des âmes qui vogue tranquillement sur des vaguelettes de votre Ishor déversé. Igor. Oui, Igor, pardon. Non, Votre Igor. Igor. Pas Igor. Donc, nous sommes morts. La douille, quoi. Nous sommes morts. Parce que nous avons voulu rester avec nous autres. Voilà, voilà. On aurait dû la buter, la pétasse. Et on reprendra au chapitre suivant, enfin au chapitre précédent, je veux dire. Donc on ne restera pas au village, mais on reprendra la fois prochaine. On va prier pour notre Gary qui vient de mourir, mais qui a tenu quand même une session complète sans mourir. Voilà. Il n'est pas vraiment mort. Donc voilà. Donc là, c'était juste un mauvais rêve qu'il a fait. Il a juste rêvé. Et en fait, il est encore vivant. Donc on verra ça mardi prochain. Oui, et sans prendre de dégâts. Ça fait du bien. Les dés ont été avec nous aussi. Ça s'est plutôt bien passé. Donc ça, c'est vraiment cool. Pour le coup. On était plutôt bien. Non, pas un rêve. Oui, ça c'est le truc horrible. Donc, je sais pas comment vous avez apprécié ou pas cette session. J'avoue que, encore une fois, l'écriture de Fibretig est très difficile pour moi. J'ai un peu du mal des fois à comprendre où il va dans ses phrases.
Mais, alors, pour une fois, j'ai trouvé l'histoire plutôt sympa. Ça veut dire que on a quand même eu une histoire avec un lore. On n'a pas eu l'impression d'être dans des impasses. On a vraiment eu l'impression que ça avance. Ça m'a pas donné du tout l'impression qu'on avait eu dans le premier livre, qui était vraiment impasse sur impasse sur impasse, ou au début de celui-là, où ça a été combat sur combat sur combat sur combat. Là, on avait vraiment l'impression d'avoir quand même des moyens d'avancer dans l'histoire, et on a pu quand même voir certaines choses. Voilà. Jess me dit, il n'a pas l'air de connaître la ponctuation, mais dans ce livre, il y a plus de lore et on a un but. Oui, on a un but. Il faut qu'on trouve le maître qui va nous permettre de pouvoir faire un apprentissage et donc de devenir un mage plus puissant. Donc ça, c'est vraiment le but qu'on a, même si on a perdu notre compagne de voyage. Voilà. Ce qui est... elle n'était pas vraiment utile. Non, voilà. Et comme dit Mélianor, elle n'était pas vraiment utile puisqu'elle nous a servi à rien dans les combats précédents. Voilà. Comme là, vous avez bien vu, on se bat contre les orques et pour finir, il y a des chasseurs qui viennent nous aider pour le grand méchant. Alors qu'ils auraient pu très bien nous aider pour les orques avant. Mais bon, voilà. C'est comme ça, c'est l'histoire, c'est pas nous qui l'avons faite. Donc, non. Du coup, on s'arrête là pour aujourd'hui. Oui, tellement est inutile. On s'arrête là pour aujourd'hui. On va débriefer un peu encore. Mais je vous rappelle que jeudi, on fait la suite de notre personnage dans Advance Choose Toulouse. Donc, on va essayer de survivre à Riley. Donc, venez. C'est toujours 18h, 20h. Franchement, l'histoire est assez sympa. Je pense que je préfère quand même les Choose Toulouse tout court que les Advance Choose Toulouse qui sont... Alors, la différence, c'est que le Choose Toulouse, les éditions Choose Toulouse sont faites pour être des livres dont on est le héros. L'édition qui est l'Advance Choose Toulouse est faite pour faire un compromis entre le JDR solo et le livre dont on est le héros. Et j'avoue que pour finir, je préfère peut-être le côté livre dont on est le héros tout court, mais on verra la suite jeudi, donc soyez là de 18h à 20h. Vendredi à 21h, on se voit pour les potes au feu. Et on se voit aussi dimanche à 14h avec mes joueurs pour un JDR d'horreur. Donc si vous avez suivi le JDR de Noël, le Secret de Santa, vous allez voir la suite que je vais créer. Si vous ne l'avez pas suivi, vous avez le replay sur YouTube. Donc n'hésitez pas à aller le voir. Parce que du coup, comme ça, vous connaîtrez déjà les personnages, vous connaîtrez déjà les PNJ. Et on part pour l'Écosse ce dimanche. Et on part pour une exposition en Écosse. Ah, d'accord. Donc, c'est ce que vont vivre mes joueurs. Mais bien sûr, c'est de l'horreur à la Lovecraft. Donc, ça va pas être de tout repos pour eux. Sinon, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter. Si vous nous regardez en replay sur YouTube, n'hésitez pas à commenter aussi pour dire si ça vous a plu, si vous avez envie d'autre chose, si vous voulez autre chose. N'hésitez pas aussi à aller sur le Discord que j'ai ouvert ce lundi. Discord qui vous permettra de parler de JDR, parler de JDR solo, des livres dont on est le héros, d'avoir les coulisses des préparations des scénarios, et voilà, et d'avoir plein de petites choses et de peut-être faire des JDR entre vous aussi, et surtout d'avoir un Discord dans la bienveillance, dans l'acceptation de tous, parce que c'est le but vraiment de ce Discord. Et si vous avez du mal à parler, si vous avez du mal
à rentrer en contact avec les gens. Venez quand même sur le Discord, même si vous parlez pas, c'est pas grave. Lisez, prenez des infos, c'est fait aussi pour ça. Il n'y a pas d'obligation à la participation, c'est vraiment ce que j'ai voulu, c'est que ça soit un espace très très bienveillant et très safe pour tout le monde, et c'est ce qu'on va essayer de faire avec mes modos. Donc venez pour parler jeux de rôle solo, pour venir prendre des conseils si vous êtes MJ, prendre des inspirations, bref, c'est vraiment important pour moi. Et sinon, on se retrouve jeudi à 18h. J'espère que d'ici là, la semaine va bien se passer pour vous. Et je vous souhaite du coup une bonne